Et si je vous disais qu'il existe un moyen de faire baisser le prix de plusieurs dizaines de pourcentages de tout ce que vous achetez? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que la négo c'est de l'improvisation totale, alors qu'en réalité pas du tout. Et comme cette question reste en suspens, vous me connaissez, j'ai fait un travail de fond pendant plusieurs semaines et après avoir lu les 19 livres les plus connus sur la négociation, je peux vous dire qu'en réalité la méthode elle est quasi tout le temps la même. Une méthode en 9 étapes, celle qu'on va voir dans cette vidéo. Volontairement ici, je vais prendre l'exemple de négocier un appartement pour contextualiser un petit peu mieux ces 9 étapes. Mais bien évidemment, vous pouvez les utiliser pour négocier tout ce que vous voulez. Un délai supplémentaire pour rendre votre devoir à la fac, une sortie exceptionnelle auprès de vos parents ou tout ce dont vous avez besoin. L'important, c'est de ne pas rajouter ou d'enlever des étapes, mais vous pouvez les amener de la manière qui vous paraît la plus appropriée. C'est parti. Étape numéro 1, anticipez votre négociation. C'est vraiment la pierre angulaire de ces 9 étapes, le fait qu'une négociation, elle ne s'improvise pas, c'est pas on arrive devant la personne et on sort ce qui nous vient à l'esprit, mais elle se prépare en amont stratégiquement pour que cette étape de négociation ne soit qu'une recette à dérouler et non pas à inventer au fur et à mesure de ce qui se passe. Alors évidemment, il faudra s'adapter à la personne qui est en face de vous et tout un tas de réponses qu'elle va pouvoir vous fournir, mais vos points de repère au fur et à mesure de la stratégie psychologiques que vous êtes en train de délivrer doivent rester les mêmes. D'où l'intérêt de bien connaître ces 9 étapes et de s'entraîner en amont à les effectuer. Et pour véritablement anticiper comme un chef votre négociation, il faudra que vous passiez par les 3 briques essentielles de cette première étape. Brique numéro 1, il faut connaître ce qu'on négocie. Si vous décidez le dimanche d'aller dans une brocante et que vous cherchez à acheter un meuble ancien datant de l'époque de Louis XIV, mais que vous ne savez pas reconnaître ce type de meuble, que vous ne savez pas le dater et que vous ne savez pas estimer sa valeur, eh bien vous êtes quasi sûr de faire une mauvaise affaire, en tout cas de rater complètement une stratégie de négociation si l'opportunité se présente à vous. Si vous souhaitez dans un autre contexte acheter un appartement, il faut que vous connaissiez le secteur, la ville, les caractéristiques de l'appartement, est-ce que c'est un 2 pièces, un 3 pièces, à qui vous allez pouvoir le louer derrière, s'agit-il d'une ville étudiante? Tous ces paramètres-là qui a trait à la connaissance de votre produit sont des éléments essentiels non seulement pour pouvoir dérouler votre stratégie de négociation, mais aussi pour avoir une bonne confiance en vous, ce qui est indispensable dans le cadre d'une négo. Brique numéro 2, savoir exactement combien est-ce que ça vaut. Allez visiter un appartement de 50 mètres carrés à Villefranche-sur-Saône qui fait 2 pièces et qui est situé à tel endroit, c'est bien, mais aller le visiter sans savoir aux yeux du marché combien il vaut, c'est une hérésie absolue. Parce qu'en fait, toute chose dans la vie a une valeur de façade et également une valeur de marché. La valeur de façade, c'est le prix qui va être inscrit sur l'étiquette, ou c'est celui que l'agent immobilier va vous donner au moment de la visite. La valeur de marché, c'est combien il vaut sur le plan statistique. Et pour ce qui est de l'immobilier, par exemple, on a déjà vu dans d'autres vidéos qu'il était possible de calculer très précisément la valeur d'un appartement en fonction de sa taille et de son emplacement, que vous pouvez aisément retrouver sur le site meilleuragent.com, que je vous invite à aller checker pour vous renseigner un petit peu sur cette astuce. Et en fait, la valeur de marché, elle existe pour toute chose, que ce soit pour l'iPhone qui filme cette vidéo, pour le meuble Louis XVI dont on parlait tout à l'heure, ou pour n'importe quel élément que vous souhaiteriez négocier. Cette valeur de marché, elle dépend de 2 choses, l'offre et la demande. Plus l'offre est importante, plus ça aura tendance à baisser le prix vers le bas, et plus la demande est importante, et plus ça aura tendance à monter le prix vers le haut. Brique numéro 3, connaître exactement les points forts et les points faibles de ce que vous tentez de négocier. Dans une négociation, vous allez le voir, tout est question de balance entre ce qui ferait qu'on n'achèterait pas ce qu'on a sous les yeux et ce qui ferait qu'on a très envie de l'acheter. Et c'est ce jeu entre ces points forts et ces points faibles qu'on va utiliser au fur et à mesure de notre recette de cuisine pour faire vivre un véritable ascenseur émotionnel à notre vendeur et maximiser le plus possible le fait qu'il baisse son prix. Aller visiter un appartement sans avoir regardé les photos, sans savoir s'il y a des choses à rénover, si les fenêtres sont en simple ou en double vitrage, c'est mettre sur le devant de la scène l'improvisation et j'espère qu'à cette étape de la vidéo, vous l'avez compris, improviser pour négocier, ce n'est absolument pas une bonne astuce. Étape numéro 2, se synchroniser avec le vendeur. L'être humain, de manière générale, dites-vous qu'il sera toujours plus enclin à dire oui à quelqu'un qui lui ressemble. Que ce soit en termes d'aspect physique, mais également en termes de façon de parler, de valeur, d'habillement. Et c'est pour ça qu'il est très important de se synchroniser, c'est-à-dire de singer d'une manière discrète et stratégique la personne qui est en face de vous dans une négociation. Pour vous donner un exemple concret, si vous allez visiter un appartement pour le négocier, que vous
vous arrivez à la visite avec un costume 3 pièces, une Rolex au poignet et que vous garez votre Ferrari sur le parking, alors que la personne qui est en face de vous est quelqu'un de très simple et qui n'a pas du tout les moyens de s'acheter tout cela, eh bien il y a de très fortes chances que cela ne joue pas du tout en votre faveur dans la négociation. Et la meilleure position à adopter quand il s'agit de négociation, d'après les nombreux bouquins en psychologie que j'ai pu éplucher, c'est non pas une position basse, c'est-à-dire de se mettre en dessous de la personne qui est en face de vous, ni une position haute qui est le fait de paraître écrasant, supérieur, au-dessus socialement de la personne qui est en face de vous, mais bien sur une position de neutralité, car c'est ça qui sera le plus agréable pour le vendeur et là où il pourra se retrouver au maximum. Autre exemple, si votre vendeur est très axé sur des valeurs telles que la famille, le partage, la communauté, et que vous arrivez à votre visite et vous lui indiquez que la seule chose que vous allez regarder c'est le taux de rentabilité et tout le reste vous n'en avez rien à faire, et bien encore une fois il y a de grandes chances que ce soit quelque chose qui entrave votre négociation, tout simplement parce que votre système de valeurs étant trop éloigné de celui de votre vendeur, il ne sera pas enclin à baisser son prix. Et c'est là où la négociation est un véritable art et un savoir-faire pour se calquer en quelques coups d'œil, en quelques phrases sur la carte du monde, le modèle du monde de la personne qui est en face de vous. Étape numéro 3, détourner l'attention et identifier l'objectif du vendeur. C'est une méthode de base reprise dans quasiment tous les bouquins qui traitent de négociation, le fait de détourner l'attention de la personne qui est en face de vous de son objectif, qui était bien évidemment, avant de commencer à discuter avec vous, de tirer le prix le plus important possible de ce que vous êtes en train de visiter, eh bien c'est augmenter les chances qu'elle puisse par la suite oublier le prix qu'elle s'était fixé comme plancher dans sa tête et donc baisser un petit peu plus le prix dans le cadre de la négociation. À titre personnel, j'aime énormément parler de sujets perso à cette étape. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Où est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il habite dans le coin depuis longtemps? Des questions qui tournent autour du bien immobilier en question mais qui ne sont pas directement reliées aux caractéristiques de l'actif. Ces questions d'ailleurs ayant pour objectif de découvrir l'objectif du vendeur, c'est-à-dire de pouvoir répondre à la question très clairement: pourquoi est-ce qu'il veut vendre cet appartement? Et ça va vous apporter du matériel ultra précieux pour votre négociation, parce qu'un vendeur qui veut vendre vite, un vendeur qui a besoin d'argent ou un vendeur qui a un projet avec la vente de cet appartement, c'est un vendeur qui sera plus enclin à faire baisser son prix. Cette étape 3, elle est vraiment là pour déchiffrer de manière indirecte la carotte et le bâton du vendeur. Qu'est-ce qui va le motiver à faire baisser le prix et quelle est la carotte que vous allez pouvoir agiter face à lui pour pousser à l'avant? Ça peut être la rapidité, ça peut être que vous êtes garanti déjà de n'avoir aucun refus bancaire. Et le bâton, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait peur en vendeur, qu'est-ce qui le pousse à vendre? Ça peut être la réglementation en termes de DPE, les travaux effectués ou les travaux de copropriété qui sont à prévoir et dont le vendeur n'a pas l'argent pour s'en occuper. Quoi qu'il en soit, identifier cette carotte et ce bâton, c'est encore une fois des ingrédients super pertinents pour votre négociation. Étape numéro 4, valoriser l'objet. Dans 99% des cas, l'ego est ce qui vous fera gagner une négociation. Et pour flatter l'ego, quand il s'agit de négociation, on peut faire des remarques positives sur l'homme ou la femme qui est en face de nous, mais on peut également flatter sans commune mesure l'objet de la négociation pour ce qui est de notre exemple de l'appartement. Tout ça va faire monter la valeur perçue de l'objet auprès du vendeur, qui va du coup se rapprocher de sa cible et commencer à toucher du doigt le fait que ça y est, il pense qu'il va réussir à vendre au prix affiché. Et c'est là bien sûr où on fait monter l'ascenseur émotionnel dans le sens positif et où le vendeur a des euros dans les yeux et est déjà en train d'expérimenter le fait de recevoir son argent dans sa poche. Alors évidemment à cette étape il faut valoriser sur des choses qui sont vraies. L'idée n'est pas de passer pour un touriste, et si les fenêtres sont en simple vitrage, ne dites pas: oh c'est super, les fenêtres sont en simple vitrage, moi j'adore le simple vitrage. Non, il faut que ce soit quelque chose de cohérent. Apportez les points positifs que vous avez déjà repérés et anticipés sur l'appartement que vous êtes en train de visiter. À cette étape, ne passez pas plus de 2 ou 3 minutes. L'idée est simplement de faire prendre la mayonnaise et encore une fois monter l'ascenseur émotionnel au top du top. Étape numéro 5, rassurez sur la capacité et l'envie de faire le deal. Quand vous allez visiter un appartement ou quand vous allez négocier quoi que ce soit en fin de compte, il y a deux principaux éléments qui inquiètent le vendeur avant même la visite. La première, c'est votre capacité à acheter. Pour ce qui est d'un bien immobilier, ce sera votre capacité d'endettement. Pour ce qui est d'un objet, d'une voiture ou quoi que ce soit, ce sera la capacité financière que vous avez à l'acheter. Deuxième élément qui inquiète le vendeur, c'est l'envie de faire le deal. Parce que si vous avez déjà fait des brocantes, si vous avez déjà vendu des appartements, vous le savez, la quantité de touristes qui sont capables d'entamer une négociation, de discuter, de négocier, de visiter, elle est colossale, et il y a même des gens qui, ne sachant pas quoi faire le dimanche, décident d'aller visiter des appartements.
directement. Il est donc important à cette étape, toujours dans une perspective de faire monter l'ascenseur émotionnel le plus haut possible, de rassurer le vendeur à la fois sur votre capacité d'acheter ce qu'il vend et en même temps sur l'envie véritable de faire ce deal. Pour ça, je vous conseille de jouer carte sur table. Dites-lui que vous êtes déjà suivi pour une banque pour cet achat, que vous avez de l'argent de côté et que vous avez véritablement envie d'acheter, que c'est un projet qui vous tient à cœur depuis de nombreux mois. Bref, vous l'avez compris, brodez quelque chose qui permet de convaincre le vendeur en face de vous. Étape numéro 6, d'évaluer l'objet. Et c'est à cette étape où vous allez tirer la manivelle vers le bas de notre ascenseur émotionnel et le faire redescendre le plus bas possible. Le vendeur qui était alors persuadé que ça y est, il allait faire le deal et c'est comme si le chèque était déjà dans sa poche, va en fait se rendre compte à cette étape que c'est très loin d'être gagné et que pour gagner, chose qu'il avait déjà imaginé dans sa tête, il va devoir faire un effort. Et l'effort, bien évidemment, que vous attendez, c'est une baisse du prix. Pour dévaluer la valeur perçue d'un objet, il va falloir mettre en avant ses défauts et ses inconvénients. Et c'est encore une fois à ce moment-là que vous serez ravi d'avoir anticipé votre dossier pour mettre en avant les facettes négatives du bien, les charges de copropriété, les fenêtres qui sont en simple vitrage, la remise aux normes électriques qu'il est nécessaire, le DPE qui est en G, le mur avec la jambe qui n'est pas phonique. Tout cela va dépendre bien évidemment de ce que vous êtes en train de négocier, mais mettre en avant ces aspects négatifs, même si vous voyez que le vendeur n'écoute pas ou qu'il écoute à moitié, dans les faits, ça marche à tous les coups, ça va faire baisser la valeur perçue du bien dans la tête du vendeur. Et une fois que vous avez fait baisser au maximum la valeur perçue de l'appartement ou de l'objet que vous êtes en train de négocier, vous pouvez passer à l'étape numéro 7, qui est d'apporter la preuve de ce que vous dites. Si jamais vous avez donné comme point négatif le fait qu'il fallait changer les fenêtres et que cela est très coûteux, comme vous avez anticipé votre négociation, vous avez sur votre téléphone portable un devis de changement de fenêtre qui indique bien évidemment un montant très élevé. C'est ce qu'on appelle la preuve par la technique. Si jamais la discussion et les points négatifs de l'appartement étaient que le secteur n'offre pas une bonne rentabilité locative, la technique de la calculette qui consistera à sortir votre téléphone et à faire les calculs de rentabilité plus ou moins biaisés pour prouver que la rentabilité au prix que le propose le vendeur est inférieure à 5% et que ce serait complètement stupide d'acheter l'immobilier à 5% au moment où les taux d'intérêt sont à 5%. Tout ça va permettre de sceller complètement l'ascenseur émotionnel au plus bas en apportant une preuve qui ne vient pas de vous mais qui vient d'un aspect extérieur à l'intérieur de la négociation, et tout ça va très clairement faire baisser encore plus la valeur perçue dans la tête de votre vendeur. Tout ça avant de passer à une des étapes ultimes de votre négociation. Étape numéro 8, demander le meilleur prix. C'est également une règle que vous retrouverez dans quasi tous les bouquins de négociation. Il ne faut jamais faire le premier pas dans une négociation. Et à titre personnel, je commence toujours par cette phrase. Au vu des différents aspects qu'on vient de voir ensemble, quel est le meilleur prix que vous puissiez me donner pour votre appartement? À ce moment-là, le vendeur, si vous avez bien effectué les étapes de 1 à 7, dans 90% des cas, aura tendance à donner un prix inférieur à celui qu'il avait affiché sur son annonce ou son étiquette. À ce moment-là, vous voyez que la faille est ouverte, vous allez pouvoir vous engouffrer à l'intérieur pour faire baisser encore plus le prix par rapport à celui qui était proposé comme étant le meilleur. Et c'est également à cette étape, si vous voyez que le prix n'a pas bougé, vous pouvez complètement sortir de votre stratégie de négociation parce qu'à priori, soit vous avez mal effectué les 7 premières étapes, soit le vendeur en face de vous n'a pas réellement envie de vendre l'objet source de la négociation. Et si la faille est existante, vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 9. Proposer le bon prix. Le bon prix, c'est celui que vous aurez défini en amont de la visite. C'est ce qu'on appelle le prix cible. C'est celui auquel vous êtes prêt à faire le deal et à acheter l'objet en question. Ce que je vous conseille à cette étape 9, pour ne pas griller toutes vos cartouches d'un coup, c'est d'abord de proposer un premier prix situé 20% en dessous de votre prix cible. Pour vous donner un exemple concret, si vous êtes prêt à acheter l'appartement pour un prix de 100 000 euros, je vous conseille tout d'abord ici de proposer le prix de 80 000 euros comme base de négociation pour cette étape. Si vous voyez que ça ne passe pas, vous pourrez monter en précisant bien que c'est un cadeau de votre part et que vous y perdez de l'argent, un prix de moins 10% par rapport à votre prix cible, ce qui représentera dans notre exemple 90 000 euros. Et si encore une fois cela ne marche pas, plusieurs solutions s'offrent à vous. Faire un break dans la négociation et dire que vous allez réfléchir et revenir vers le vendeur plus tard. Ou si vous sentez à ce moment-là, et il s'agit de quelque chose d'assez instinctif en fin de compte, qu'il y a possibilité de